j'ai choisi le thème de la diplomatie environnementale. Bon, il faut dire que la diplomatie environnementale, on entend par diplomatie, bon, c'est vrai qu'elle a un côté diplomatique, mais aussi elle a un côté environnemental. Côté environnemental qui fait, c'est dans le cadre de la plupart des discussions, des négociations, il y a l'aspect diplomatique légal, mais aussi il y a un grand aspect technique. Donc on verra par la suite comment la diplomatie environnementale a commencé, comment elle a été, parce qu'elle est relativement récente par rapport aux autres types de diplomatie. Donc on va peut-être commencer par les définitions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par diplomatie? Donc la diplomatie, c'est la science et la pratique des relations politiques entre les États, et particulièrement de la représentation des intérêts d'un pays à l'étranger. Donc la diplomatie sert aux États à entretenir des relations pacifiques. La sauvegarde des intérêts nationaux constitue l'une des grandes missions. Ces relations incluent, entre autres, les liens politiques, économiques, culturels et scientifiques. Donc la diplomatie est dite, il y a deux types de diplomatie. Il y a la diplomatie bilatérale et la diplomatie multilatérale lorsqu'elle associe plusieurs États. Et ceci souvent dans le cadre institutionnalisé d'une organisation internationale. Donc, elle s'appuie notamment sur la négociation qui débouche fréquemment sur des accords conclus entre États. Ce sont les conventions ou traités internationaux qui servent en particulier à concilier les intérêts de deux ou plusieurs États. Donc, il y a un peu la définition de la diplomatie. Bon, il y a d'autres définitions, mais je voudrais tout d'abord mettre la présentation dans le cadre du programme. Ça ne va pas être une intervention de droit, voilà, de droit international, ça sera plutôt la pratique. Donc, lors des négociations, lors des réunions à haut niveau, au niveau des experts, comment ça se passe, comment on doit réagir. Donc, ces aspects pratiques. Donc, ما كنتش تلقاو برشا des références de droit international. Bon, il y aura des conventions qui vont être citées concernant ces traités et ces accords multilatéraux d'environnement, mais ça va être surtout, je vais me concentrer surtout à la pratique, la vie quotidienne. Donc, je reviens, oui. Pratique, c'est-à-dire l'expérience tunisienne ou bien les standards et les bonnes pratiques? C'est-à-dire, d'une façon générale, c'est un peu la pratique dans tous les pays du monde. Donc, ma famille, j'ai des spécificités tunisiennes. Bon, entre autres, que ce soit tunisienne, voilà, j'ai fait quelques diapos concernant les pays en développement, parce qu'on a plus ou moins les mêmes spécificités, on a les mêmes besoins, on a les mêmes attentes. Donc là, c'est pour ça que je vais me faire un topo général. Ça va être aussi bien sur les pays en développement, ou après comment, dans la pratique, comment ça se passe lors des réunions. Et j'ai pris un exemple, c'est l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Donc je reviens dans les définitions. Donc les définitions pour la diplomatie environnementale. Donc c'est une diplomatie qui est ouverte à des partenaires non étatiques qui portent sur la gestion des biens publics, mondiaux et environnementaux. La différence par rapport aux autres diplomaties, c'est que la diplomatie environnementale, elle introduit des partenaires non étatiques. Généralement, la diplomatie, c'est entre les États. Là, c'est une nouveauté et c'est pour ça qu'elle est différente des autres diplomaties.
Donc, une autre définition, la définition environnementale est la méthode établie du discours international ou l'art de gérer les relations internationales principalement par les négociations sur les questions liées à l'environnement. Elle vise principalement à établir des accords interétatiques concernant, entre autres, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la conservation et le partage des ressources en eau ou la protection de la biodiversité. Donc, la diplomatie environnementale gagne en influence dans les relations internationales et l'aide humanitaire. Elle traite des questions et des actions liées à la sécurité environnementale et implique un large éventail d'acteurs. L'environnement ne connaît pas de frontières et les problèmes continuent d'être traités au niveau multilatéral. Donc, la diplomatie environnementale se comprend comme une diplomatie qui ne traite pas uniquement des questions environnementales. En pratique, la diplomatie environnementale côtoie régulièrement beaucoup d'autres thématiques, comme des questions commerciales, lorsqu'on parle du commerce des espèces protégées, par exemple, de protection de propriété intellectuelle, quand on parle des droits des populations indigènes et locales concernant l'usage et des ressources génétiques naturelles ou énergétiques, par exemple l'atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, l'utilisation de biocarburants, de santé et même de sécurité. Et là, c'est surtout quand on parle des conséquences de réchauffement climatique sur les migrations transnationales. Donc, comment est apparue la diplomatie environnementale? Donc, plutôt timide auparavant, il faut attendre les grands sommets environnementaux, et notamment le sommet de Stockholm en 1972, pour que l'environnement prenne sa portée véritablement globale et pour que la diplomatie environnementale s'oriente vers la protection des ressources naturelles mondiales. Dès 1972, le sommet qui se réunit tous les 10 ans donne le là de la diplomatie environnementale et sont l'occasion de faire le bilan, de proposer des principes généraux enchâssés dans des déclarations officielles, de créer des institutions internationales dédiées à l'environnement. En effet, la diplomatie environnementale internationale est récente comparée à d'autres puisqu'elle s'officialise que durant les années 1970. Elle se démarque que très tôt par un dynamisme exemplaire et soutenu au cours du temps. Donc pourquoi les années 70 ? Dans les années 70, une série de catastrophes environnementales a suscité une prise de conscience et des préoccupations concernant l'environnement naturel. En effet, plusieurs catastrophes, je cite quelques-uns, 750 personnes sont décédées à Londres en 1962 dans le brouillard attribué à la population atmosphérique. Des tas de déchets de mines de charbon s'est effondré ensevelissant 116 enfants et 28 adultes. Le pétrolier Torrey Canyon a déversé des millions de litres de pétrole dans la Manche, ainsi de suite. Donc, à partir de ces catastrophes-là, les scientifiques ont commencé à étudier les effets négatifs du monde industrialisé sur l'environnement et la société. Donc, les scientifiques et les dirigeants des pays en développement ont dénoncé l'exploitation continue des matières premières de leur pays par les anciens colonisateurs. Et ceci en pleine guerre froide, et alors que de nombreux pays luttent pour se libérer du colonialisme, il était clair qu'une réponse collective était nécessaire. Et à l'initiative du Royaume de Suède, il y a eu la conférence des Nations Unies sur l'environnement en 1972. Donc c'est le sommet de Stockholm, ou conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, et le premier sommet multilatéral dédié à l'environnement. Donc ce n'est pas vraiment récent, monsieur.
mais par rapport à d'autres types de diplomatie, quand on parle de diplomatie diplomatique, ça ne date pas d'hier. Quand on parle de diplomatie culturelle, de diplomatie tout court, donc c'est plutôt récent. On ne parle de l'environnement que depuis les années 70, et là, ça commence à prendre de l'ampleur de plus en plus. Donc peut-être on entendra encore parler dans les années à venir. D'accord. Monsieur, juste, excusez-moi, je voudrais, si vous voulez revenir sur le premier point, vous avez dit que la diplomatie environnementale, c'est surtout des partenaires non étatiques. Non. Là, par exemple... Non, je n'ai pas dit non étatique. C'est des partenaires étatiques, c'est une forme de diplomatie, mais par rapport aux autres types de diplomatie qui étaient destinés seulement pour les États, elle a intégré des acteurs non étatiques. Donc elle concerne aussi bien les États que les acteurs non étatiques, tels que la société civile, tels que les producteurs, tels que les... c'est pour ça qu'il y a toujours, comment dire, un bras de... une interaction entre les différents, aussi bien étatiques que non étatiques. Donc, pour revenir à la conférence de Stockholm, il faut dire qu'il y a eu une participation active des pays en développement et le sommet fut l'une des plus grandes conférences internationales jamais organisées. En effet, des délégations de 114 pays participent alors que les Nations Unies à l'époque regroupaient que 131 États. Donc, et l'environnement est devenu un enjeu central des relations internationales. Donc, d'un point de vue diplomatique, la conférence de Stockholm a été une réalisation majeure. Donc, pourquoi? Parce qu'il a repoussé les limites d'un système onusien fondé sur le concept de souveraineté des États et a souligné l'importance d'une action conjointe pour le bien commun. Autre les représentants des pays et des agences des Nations Unies, la conférence a créé une tradition d'inclusion d'acteurs non étatiques, tels que les groupes de défense de l'environnement. Il y a eu la participation à peu près de 250 organisations non gouvernementales. Il a produit une déclaration qui comprenait des principes pour guider la gestion de l'environnement mondial à l'avenir. Donc, la déclaration reconnaissait explicitement le droit souverain des États d'exploiter leurs propres ressources conformément à leur propre politique environnementale et la responsabilité de veiller à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou des zones au-delà des limites de la juridiction nationale. Également, à part la déclaration, il y a eu un plan d'action qui a renforcé le rôle de l'ONU dans la protection de l'environnement et a établi le Programme national pour l'environnement comme l'autorité mondiale pour l'environnement. Donc, la déclaration de Stockholm a fourni le premier ensemble de principes convenus au niveau mondial pour les travaux futurs dans le domaine de l'environnement humain. Donc, elle a été une contribution considérable au développement du droit international de l'environnement. Elle a comporté 26 principes qui prônent entre autres la préservation de l'air, de l'eau, de la terre ainsi que la faune et la flore. Donc, il y a eu certains principes qui étaient les plus novateurs. Je pourrais citer, il y a le principe 1 et 2 qui concernent les obligations intergénérationnelles, les principes 3, 5 et 6 sur les concepts de développement durable, le principe 11 qui stipule que les politiques environnementales des États devraient renforcer et ne pas nuire au potentiel de développement actuel ou futur des pays en développement, le principe 12 qui introduit le concept
d'additionnalité dans l'aide au développement, selon lequel les donateurs réservent des fonds supplémentaires dans leur budget d'aide au développement pour des mesures de protection de l'environnement. Et le principe 21 qui stipule, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources, conformément à leur propre politique environnementale. Et veiller que ces activités menées dans leur juridiction ne causent pas de dommages à l'environnement. D'où la Convention de Stockholm a été le catalyseur d'une nouvelle ère de coopération environnementale multilatérale et d'élaboration de traités. Par exemple, les gouvernements, suite à cette conférence, ont reconnu la nécessité d'une action immédiate contre la pollution marine. Donc, cela s'est traduit par la Convention de Londres, adoptée plus tard en 1972, et à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, MARPOL, en 1973, qui ont été les tout premiers traités mondiaux sur la pollution marine. Donc, la déclaration de Stockholm a établi des objectifs politiques internationaux et des principes juridiques qui ont sous-tendu le discours environnemental et l'élaboration des lois pendant un demi-siècle. Cette conférence a permis d'identifier un thème qui a été au centre du discours environnemental international, qui est le développement durable. Et à la suite de cette conférence, il y a eu d'autres conférences sur l'environnement et le développement. Comme vous le savez, il y a Rio de Janeiro en 1992, qui est nommé le sommet de la Terre. Donc, elle a eu plusieurs outputs, essentiellement la signature des principales conventions des Nations Unies, à savoir la Convention cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur la lutte contre les désertifications. 10 ans après, il y a eu la conférence de Johannesburg en juillet 2002. Cette conférence, elle avait pour but d'évaluer les résultats de la conférence de Rio et de donner un nouveau souffle aux engagements sur le développement durable. Et puis, le dernier, c'est la conférence de 2012, dite Rio + 20. Et lors de cette conférence, 90 chefs d'État et de gouvernement ont participé. Le document de résultat de Rio, intitulé « L'avenir que nous voulons », réitère les engagements des sommets antérieurs et en ajoute d'autres. Le lancement du processus d'élaboration des objectifs du développement durable, les fameux ODD, afin de remplacer les objectifs du millénaire pour le développement. La création de forums de haut niveau, chargés de veiller au suivi du développement durable, et le renforcement du programme des Nations Unies pour l'environnement et l'élargissement de son mandat. Donc, qu'est-ce que le programme des Nations Unies pour l'environnement? C'est un organisme créé par la résolution 2997 de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1972. Son rôle fut renforcé lors de la conférence de Rio de 1992. Depuis sa création en 1972, le programme des Nations Unies pour l'environnement est l'autorité mondiale qui définit l'agenda environnemental, promeut la mise en œuvre cohérente de la dimension environnementale du développement durable au sein du système des Nations Unies et fait autorité en tant que défenseur de l'environnement mondial. Sa mission est de fournir un leadership et d'encourager le partenariat dans la protection de l'environnement en inspirant, informant et permettant aux nations et aux peuples d'améliorer leur qualité de vie, sans compromettre celle des générations futures. Donc le PNUE s'efforce d'apporter des changements transformationnels pour les personnes et la nature en s'attaquant aux causes profondes des 3 crises planétaires que sont le changement climatique, la perte de la nature et de la biodiversité et la pollution et les déchets. Donc le conseil d'administration, le PNUE était géré par un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, qui ne comptait que 58 membres
laisse place à une institution officiellement créée en juin 2014, regroupant 193 États membres et observateurs qui sont obligés de s'entendre pour apporter au PNUE des orientations politiques. Là, c'est des photos du siège du PNUE qui est à Nairobi, au Kenya. La photo d'en bas, c'est lors de la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Et comme vous voyez, ils ont fait une structure qui, pour montrer l'impact des plastiques sur l'environnement mondial. Et lors de cette, je vais le mentionner tout à l'heure, lors de cette session, il y a eu une résolution importante pour créer un mécanisme juridiquement contraignant pour lutter contre le plastique. Donc, le PNUE travaille en étroite collaboration avec ces 193 États membres, les représentants des sociétés civiles, des entreprises, de grands groupes et toutes les parties prenantes pour relever les défis environnementaux, et ce par le biais de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui est l'organe décisionnel le plus élevé au monde en matière d'environnement. Donc, l'Assemblée aborde les défis environnementaux critiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Il se réunit 2 fois par an pour fixer des priorités des politiques environnementales mondiales et développer le droit international de l'environnement. Elle est assistée par un bureau de 10 membres assurant la représentation de toutes les régions géographiques, et ces membres sont élus par une rotation en fonction des régions géographiques. Donc chaque session se clôture par un segment de haut niveau. Donc le PNUE et le secrétariat de l'UNEA, il est impliqué dans toutes les étapes de la négociation depuis les étapes de pré-session, en session et post-session. Il a en charge la préparation et l'organisation des réunions en consultation avec le comité permanent, comité des représentants permanents, ainsi que les réunions avec les membres du bureau. Voilà. Ceci, c'est les photos de la dernière session de l'Assemblée qui regroupe tous les pays membres. Donc, par ces résolutions et ces appels à l'action, l'Assemblée joue un rôle moteur et catalyse l'action intergouvernementale en faveur de l'environnement. La prise de décision nécessite une large participation. Donc, la dernière session de l'Assemblée s'est tenue en 2 parties à cause du Covid. La première en 2021 et la deuxième en mars dernier, en 2022, et qui avait comme thème renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, plusieurs résolutions ont été adoptées lors de cette réunion. Donc, il y a toute une liste, mais l'une des plus importantes est la résolution pour mettre fin à la pollution plastique. Et là, c'est lors de l'adoption de la résolution, il y a eu une ovation de tous les participants pour cette résolution qui a été très difficile à négocier. Donc, autre que l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, il y a d'autres scènes internationales où la diplomatie environnementale joue un très grand rôle. C'est les conférences des parties des conventions. Donc, la conférence des parties, également appelée conférence des États signataires, est un terme générique qui désigne l'organe suprême de certaines conventions internationales. Elle est composée de tous les États membres de la conférence, qu'on appelle les États parties,
et vérifie la bonne application des obligations des conventions internationales adoptées. Dans le domaine de l'environnement, il existe 3 COP, nées des 3 conventions signées à l'issue du sommet de la Terre de Rio 92. La COP sur la biodiversité, la COP sur la lutte contre la désertification et la COP sur les changements climatiques. Et dans la 27e session aura lieu prochainement à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc également d'autres conventions hors leur propre conférence. Par exemple, on peut citer la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et des déchets dangereux et leur élimination, la Convention de Rotterdam et la Convention de Bamako. Donc, il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de défis majeurs qui sont à relever. La prise de conscience croissante des défis environnementaux au cours des 50 dernières années a conduit à la multiplication des agences environnementales nationales et internationales et à la croissance du droit mondial de l'environnement. Donc, en 2015, les pays membres de l'ONU ont adopté 17 objectifs de développement durable avec des cibles mesurables et ont signé l'accord de Paris sur le climat. En 2022, dernièrement, les pays se sont engagés à élaborer un traité pour réduire la pollution sur les plastiques et maintenant on est en cours de négociation pour la mise en place d'un mécanisme juridiquement contraignant. Le changement climatique et l'utilisation durable des ressources sont également devenus des priorités plus élevées dans l'élaboration des politiques étrangères, des organisations internationales et des conseils d'administration des entreprises. Mais si la diplomatie environnementale a démontré que des progrès sont possibles, les défis auxquels le monde est encore confronté sont immenses. Donc, là, je vais vous donner un peu quelles sont les règles de la diplomatie environnementale. Donc, la diplomatie environnementale repose sur 3 règles. Premièrement, elle se fonde sur la règle de consensus. La très grande majorité des décisions est présentée à l'ensemble des négociateurs et adoptée, sauf réaction contraire de la part d'un ou de plusieurs gouvernements. Le vote est très rapidement pratiqué. Généralement, lorsque un texte arrive à l'Assemblée générale, donc il est prêt et généralement il n'y a pas d'objection. La plupart du temps, il est fait par le consensus. Donc, deuxièmement, la diplomatie environnementale s'organise pour chaque accord ou déclaration comme un tout, mais combinable, à savoir que chaque négociation est découpée en sous-thématiques, mais que l'accord final porte sur la totalité. Un paquet global combinant les différents possibles de chaque sous-unité, d'après la formule selon laquelle rien n'est convenu tant que le tout n'est pas convenu. C'est-à-dire, l'accord, il est subdivisé en sous-thématiques et il faut qu'il y ait un consensus sur toutes les sous-thématiques pour avoir un texte global qui est retenu par la suite. Donc, les accords suivent habituellement une structure séminale dont les principaux éléments sont une déclaration générale en préambule, suivie par les définitions, la description des mesures, les mécanismes de contrôle et enfin les procédures juridiques d'entrée en vigueur. Ça, un peu, c'est la structure de tous les accords. Pour chacun de ces points, les négociations sont subdivisées en différents groupes de travail, souvent eux-mêmes subdivisés en groupes de contact, concernant des questions qui deviennent souvent très techniques et très variées. La troisième règle, c'est que les négociations multilatérales d'environnement correspondent très bien en théorie au jeu de la poule mouillée, où celui qui montre la plus grande détermination et le plus grand sang-froid
a le plus de chances de l'emporter. Bon, c'est un jeu à somme non nulle qui implique, par exemple, 2 joueurs où la coopération est récompensée. Par exemple, un exemple, 2 voitures. 2 voitures qui vont dans le même, dans 2 sens contraires et à pleine vitesse. Donc, le premier qui quittera la voiture, c'est lui qui perd. Donc, c'est-à-dire, monsieur, excusez-moi, expliquez. Bon, c'est comme dans les films américains, là où il y a les 2 voitures qui sont face à face et qui s'élancent à pleine vitesse. Donc il faudrait qu'à la fin, soit l'un d'eux il abandonne et saute de la voiture, donc là c'est lui qui est le perdant, soit les 2 vont s'obstiner et à la fin il y aura 2 perdants. Donc si on remplace... Monsieur, dans le cas des négociations environnementales, comment ça... Oui. Je n'ai pas compris vraiment l'image, c'est-à-dire voilà. que vous avez utilisé... Donc, si on remplace les pilotes par les négociateurs et l'action de sauter par celle d'accepter un accord. Donc là, c'est une confrontation entre les négociateurs et celui qui peut résister le plus et qui a le sang-froid, qui a plus de sang-froid, c'est lui qui peut arriver à la fin à trouver à gagner. Donc, c'est un jeu, comment dire, de confrontation. À la fin, soit les 2 vont s'accorder, soit il y aura 2 perdants. Est-ce que vous avez un exemple qui illustre cette situation de conflit, en fait? Ce que j'ai compris, c'est-à-dire il y a un conflit dans les négociations Pas seulement entre 2 États. Pas forcément un conflit, mais par exemple sur un sujet bien déterminé. Il y a deux positions qui sont complètement contradictoires. Par exemple, pour le plastique, il y avait une confrontation entre 2 pôles. Il y a le pôle qui est les défenseurs de l'environnement et un autre pôle, c'est les producteurs de plastique et les hydrocarbures. Donc là, il y a eu une confrontation. Il fallait que, à la fin, pour arriver à un consensus, que l'un cède sur certains aspects et l'autre sur d'autres. Donc là, il ne faut pas que dans la négociation, il ne faut pas qu'il y ait un entêtement. Donc il faudrait, à la fin, arriver à un point où c'est gagnant-gagnant. C'est dans ce sens-là. Oui. Vous voulez dire par la grande détermination, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, mais il faudrait savoir en même temps quand il faudrait lâcher prise. Donc il y a Il faut cette pas. négociation. Voilà. C'est la diplomatie. Voilà, c'est la diplomatie, c'est les négociations. On n'est pas. Il ne faut pas arriver avec une idée bien reçue qui ne peut pas changer. Donc c'est une interaction. Bon, on a des guidelines, des garde-fous qu'on ne doit pas dépasser. Mais après, il y a il faut avoir une certaine flexibilité. Il y a certaines choses qu'on peut accepter, d'autres non. Il faut toujours faire des compromis dans ce Voilà. genre de négociation. Voilà, c'est une question de... mais il ne faut pas que les compromis soient à l'opposition des intérêts nationaux. Mais on dirait, monsieur, excusez-moi, quand on voit le nombre de sacs en plastique qui est dans l'environnement et partout, bah, on peut comprendre que c'est toujours les producteurs qui l'emportent, quoi. Hein. C'est ce genre de négociation. Hein. Parce que même s'il y a des décisions qui sont prises au profit de l'environnement, on voit qu'ils ne sont pas applicables dans tous les cas. Donc il faut dire que pour les plastiques, ça commence. Parce
parce qu'il y a eu plusieurs... Depuis longtemps, ça a commencé. Ça a commencé depuis longtemps, les discussions. Il y a eu même plusieurs résolutions qui ont été proposées, mais qui n'ont pas abouti, vu que il y a eu ce conflit entre les deux camps. Dernièrement, il y a eu un accord lors de la dernière Assemblée des Nations Unies pour un texte pour mettre en place un mécanisme juridiquement contraignant à l'échelle mondiale contre le plastique. Donc là, le seul fait de s'être mis d'accord sur la nécessité de mettre en place un système juridiquement contraignant, c'est une avancée. Donc là, on est en train... Mais après, on va voir si ça va être applicable ou non, parce qu'il y a certaines lois qui sont vraiment... Oui, ça reste toujours noir là, sur on est blanc, encore... ça, c'était la première étape. Maintenant, on est en train de négocier pour la définition même de ce mécanisme, comment il va être mis en place, comment il va opérer. Donc, et là, il faudrait que d'ici 2024, lors de la prochaine session de l'Assemblée des Nations Unies, qu'il y ait un texte pour la mise en place de ce mécanisme. D'ici 2024, on attend qu'il y ait une proposition de résolution pour le mécanisme. Mais c'est une culture nationale. Le citoyen est devant le choix entre le plastique et la matière biodégradable. Si on n'a pas dans notre culture ou dans notre conscience ce genre de choses. Pour certains pays, pour d'autres non. Pour d'autres pays, même en développement, il y a très longtemps qu'ils ont interdit les sécheurs en plastique. Donc là, c'est une culture qu'il faudrait travailler, mais d'un autre côté, il faudrait avoir le cadre légal pour pouvoir agir. Parce que, par exemple, lorsqu'il y aura un mécanisme juridiquement contraignant, même des pays qui exportent des matières premières pour produire des sachets en plastique n'auront plus le droit, ou bien ces transactions seront fortement réglementées. Comme ça se fait maintenant avec les pesticides ou bien avec les matières dangereuses. Donc c'est un peu cet exemple-là. Mais il faut dire, monsieur, que bon, la loi et les textes restent plutôt timides par rapport à ce sujet-là. Parce que, par exemple, prendre des années, je ne sais pas, pour proposer un texte en 2024, et bon, puis après, on va attendre son application, oui, et après, on va... Vous avez, c'est une... D'ici là, l'environnement, c'est un bras de fer, c'est un bras de fer entre les différentes parties. Et à un certain moment, il faut penser, c'est ce qui se passe par exemple en matière de changement climatique maintenant. Donc là, c'est une autre paire de manches, mais il faut penser à la fin au bien-être commun et intergénérationnel. Donc là, et même les pays du Nord ont conscience de cet aspect-là. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. C'est une... ça prend un temps fou. Malheureusement, il faut bien que... vaut mieux convaincre et avoir tout le monde sur la même longueur d'onde que avoir des bras de fer et à la fin, rien n'aboutit. Et là, c'est un peu la spécificité de la diplomatie environnementale, c'est le principe du consensus. S'il n'y a pas de consensus, on ne peut pas avancer. Donc, là, je vais parler un peu sur la diplomatie environnementale des pays du Sud. Bon, les États n'ont ni les mêmes niveaux de développement, ni les mêmes priorités. Leurs intérêts diffèrent et ces disparités sont
les fondements de leurs revendications. L'égalité entre les États, qui est un des principes du droit international, n'étant pas réaliste, les considérations d'équité et de justice ont justifié la mise en place d'un traitement différencié en faveur de certains d'entre eux. Donc, considérant la protection de l'environnement comme une cause commune, les pays du Nord estiment que tous les pays doivent partager cet effort global. Tous les États souhaitent participer à la protection de l'environnement, mais ils ne veulent pas le faire aux dépens de ce qu'ils estiment être les intérêts nationaux, notamment en matière de développement. La capacité de négocier dépend dans une large mesure de l'attitude qu'ont les États à préparer en amont les argumentaires pouvant justifier leur position sur un sujet donné. Or, la grande majorité des pays en développement ne possèdent pas les ressources techniques et financières pour pouvoir accéder à l'expertise nécessaire leur permettant de défendre leurs intérêts. Matériellement, les pays du Sud trouvent des difficultés à négocier sur un même pied d'égalité avec les pays du Nord, vu l'intensification des réunions, la rapidité des négociations et l'expertise requise. Dans ce cas, les pays en développement conditionnent leur participation et ont recours à des stratégies d'alliance. Il faut dire que chaque résolution ou chaque décision, elle est accompagnée ou précédée par des études très poussées, des études économiques, des études environnementales, sociales. Donc, toutes ces études nécessitent aussi bien du temps que de l'argent. Et là, c'est ce qui fait la différence entre les pays du Nord et du Sud. Les pays du Nord, quand ils présentent une résolution ou bien une décision, derrière, ils ont fait toutes les études nécessaires et ils sont prêts pour discuter en profondeur. Alors que pour les pays du Sud, ce n'est pas aussi évident. C'est pour ça, même dans certaines résolutions, il y a une... je vais le dire plus tard, lorsque je parlerai des stratégies d'alliance, il y a une coparrainage par des pays du Sud et des pays du Nord. Donc, cette participation conditionnée, qu'est-ce qu'on entend? Donc, les pays en développement ont réussi à faire en sorte qu'une différenciation entre les États soit établie dans les accords, et ce, afin de mettre en œuvre un traitement spécial et différencié en leur faveur. Donc, la différenciation trouve ses premières applications dans la Convention de Londres de 1972 sur la préservation de la pollution marine. Le traitement différent, l'idée de traitement différencié a ensuite été exploitée dans la Convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d'ozone, complétée par le protocole de Montréal de 1987. Et cette différenciation s'est traduite par une autorisation de différer les moments de mise en œuvre des mesures adoptées qui est accordée aux pays en développement. C'est avec le principe 7 de la déclaration de Rio de 1992 et l'article 3 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques que la différenciation a fait son entrée dans le droit de l'environnement. Il s'agit de l'établissement des responsabilités communes mais différenciées. Par exemple, pour la Convention cadre sur les changements climatiques, on reconnaît la responsabilité commune pour ce qui est de la préservation du système climatique, mais il existe une responsabilité différenciée puisque les pays développés, premiers responsables du dérèglement climatique, doivent être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. Bien qu'il n'y ait pas d'engagement contraignant, les politiques publiques nationales des pays en développement prennent en compte la sauvegarde de l'environnement. Ceci nécessiterait des procédés de production moins polluants qui sont plus coûteux, d'où le recours à ce qu'on appelle les linking clauses.
Donc, qu'est-ce que les linking clauses? Les pays en développement ne pouvant pas supporter des charges supplémentaires, donc, conditionnent leur engagement par un transfert de ressources, de savoir-faire et de technologie. Ces clauses facilitent le façonnement d'un compromis, les négociations étant tributaires des jeux d'alliance. La participation des pays en développement a pour effet de modifier l'architecture même des accords environnementaux. Un autre moyen pour les pays en développement, c'est les stratégies d'alliance. Donc, lors des négociations, il y a des stratégies d'alliance qui sont mises en place. On se regroupe soit au sein du groupe des Nations Unies, qui sont le groupe africain, le groupe Asie-Pacifique, le groupe d'Europe orientale, le groupe latino-américain et les Caraïbes, et le groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Donc là, c'est les principaux groupes des Nations Unies, et chaque pays doit nécessairement coordonner avec le groupe dans lequel il appartient pour arriver à pour exprimer ses préoccupations et ses avis et arriver à un accord commun. Donc il y a d'autres groupes régionaux, généralement c'est des groupes de consultation et de positionnement. Donc par exemple, il y a le groupe arabe et le G77 plus Chine. Par exemple, la Tunisie, lors des négociations, aussi bien sur les changements climatiques ou sur les autres thèmes des autres conventions, on est dans le groupe 77, on est dans le groupe arabe et on coordonne avec le groupe G77 plus Chine. Donc là, pour recueillir un peu rapprocher les avis et avoir une position commune qui aura de l'importance face aux autres groupes importants et surtout le groupe des États d'Europe occidentale qui comprend l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, ou bien, un autre type de stratégie d'alliance, c'est les coalitions d'États ou groupements de pays. Et ceci pour le lancement d'une initiative pour la préservation de l'environnement. Il s'agit d'un groupe de pays divers, mais de même avis et avec les mêmes préoccupations. Par exemple, la résolution qui concernait l'interdiction du plastique, elle a été faite dans une coalition regroupant des pays du Sud et l'Union européenne et d'autres pays. Donc, eux, ils se sont mis d'accord pour avoir un texte qui a été soumis à discussion et petit à petit, il y a eu le groupe, il s'est agrandi. Il y a d'autres pays qui ont appuyé cette initiative. Donc là, ça donne plus de force à la résolution, même lors des négociations, elle a plus de poids. Donc, je vais prendre l'exemple de l'INEA et comment négocier au sein de l'INEA. Donc, quelques éléments clés et facteurs de succès. Donc, il faudrait tout d'abord comprendre le programme des Nations Unies pour l'environnement et le rôle de l'Assemblée des Nations Unies, comprendre le règlement intérieur, préparer tous les points de l'ordre du jour et contribuer au processus de la pré-session, en session et plus tard l'étape post-session. Et prendre note de tous les aspects lors des sessions et être en mesure de participer dans les consultations avant la réunion. Donc, comment se déroulent les négociations au sein de l'Assemblée? Donc, premièrement, il y a une négociation pré-session. Là, on se réunit pour préparer la session prochaine en convenant de la structure
cette session, comment elle va être faite, le thème de la session, quelles sont les propositions des résolutions qui vont être présentées, les premiers examens du programme de travail, le budget et quels sont les résultats attendus. Ça, c'est les premières étapes pour la préparation. Et ces résultats et ces sujets-là sont soumis au comité des représentants permanents. Ce comité, il regroupe tous les pays membres. Généralement, c'est les représentants permanents, à savoir les ambassadeurs qui sont au sein de l'UE, qui vont décider de ces sujets-là. Et puis, ça va être remonté au comité permanent à composition non limitée, c'est-à-dire aussi bien les représentants d'État, mais également les autres parties prenantes. Une fois on s'est accordé sur ces sujets-là, il y a une session préparatoire et puis il y a les consultations au sein des groupes régionaux et autres groupes de consultation. Une fois ces sujets sont prédéfinis, on passe à la négociation au sein même de l'UNEA. Et cette négociation, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait en plénière, en comité plénier, en groupe. Il y a aussi des groupes d'action, des groupes de contact, et à la fin, il y a le segment de haut niveau. Parallèlement, il y a des dialogues de leadership. Ces dialogues-là sont des événements parallèles sur des thématiques bien déterminées et qui regroupent aussi bien les ministres et chefs de délégation des pays membres, les bailleurs de fonds, les organismes non gouvernementaux et toutes les parties prenantes. Donc, pour les négociations en session à l'Union, à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, il est important de s'engager dans le groupe régional pour pouvoir influencer les domaines d'intérêt des négociateurs. Il faudrait assister à des consultations de groupe régulièrement pour donner des conseils sur les nouveaux développements et examiner les stratégies pour résoudre les problèmes difficiles qui peuvent survenir. Il faudrait aussi être prêt pour des échanges de vues rapides avec le groupe et rapporter toute information apprise qui pourrait être utile. Donc, après, il y a les négociations post-session et pour cela, il faudrait être en mesure de suivre la mise en œuvre des différentes résolutions et être capable de contribuer efficacement lors de la présentation du programme de travail et des rapports budgétaires. Donc, les phases des négociations multilatérales, donc comme j'ai dit, il y a la pré-négociation, la négociation formelle et la négociation post-accord. Chaque phase implique certaines prérogatives. Donc, la pré-négociation implique premièrement l'identification du problème, l'établissement des faits, l'accord sur le thème, la définition du problème, le cadrage et l'organisation du travail. Pour la négociation formelle, il y a la consolidation des points de vue des pays. Lors des négociations formelles, on va recueillir les points de vue des autres pays. On va pouvoir exprimer les premières positions, construire une pré-décision, concertation pour pouvoir former des coalitions si nécessaire, et puis commence la pré-négociation et puis la négociation et l'adoption de cette décision. Et puis, en négociation post-accord, il y a l'examen de la mise en œuvre au niveau national, etc. Bon, je vais peut-être
là, on parle toujours de négociation, donc je vais parler un peu du cycle des négociations internationales. Tout d'abord, avant d'aller à des négociations, il faut se préparer. Donc, premièrement, il y a certaines questions qui devraient être posées. La première, vous connaissez-vous, c'est-à-dire quels sont vos buts, vos objectifs, vos intérêts, quelle est votre stratégie, quelles pourraient être vos propositions, vos options et quelles pourraient être les alternatives. Deuxième question, quelle est votre relation avec les autres? Lorsqu'on négocie, on ne négocie pas seul. Il y a d'autres partenaires et qui peuvent, comment dire, apporter de l'eau à notre moulin. Donc là, il faudrait voir quels sont les autres partenaires potentiellement qui sont du même avis que nous, quels sont nos alliés, qui est du même esprit ou bien qui peut être un adversaire. Donc, il faudrait étudier un peu tous les intervenants avant même la négociation. Est-ce qu'on les connaît? Quels sont leurs objectifs, leurs intérêts? Quelles pourraient être leurs alternatives? Donc tout ça devrait être préparé bien à l'avance. Bon. Comment se préparer à la négociation? En tant que membre d'une délégation, il faudrait se préparer en consultant les autorités compétentes bien avant que les négociations n'aient lieu. Il faudrait avoir tous les avis des parties prenantes, des autres administrations, des autres ministères techniques. Donc, il faudrait avoir une bonne compréhension des intérêts nationaux sur les questions en cours de négociation et d'autres délégations ou groupes. Et il faudrait identifier les points prioritaires de l'ordre du jour les plus importants selon l'intérêt national et se concerter avec eux. Donc, après, il faudrait constituer une équipe de négociation et mobiliser et pouvoir les mobiliser bien en amont. Ceci pour se familiariser à point avec les points et les questions à l'ordre du jour, briefer les décideurs gouvernementaux sur les questions importantes et être prêt à proposer des éléments et à rédiger des textes alternatifs. Donc là, des fois, on a même recours à des sessions de formation pour ceux qui vont participer, pour l'équipe de négociation, pour qu'ils puissent être prêts à pouvoir négocier au moment voulu. Généralement, ce sont les experts qui négocient. On aura Et experts, c'est-à-dire les experts en la matière. Donc, ce sont eux qui vont donner leur avis, qui vont préparer ces négociations et les donner aux responsables politiques. Mais le responsable politique, il ne va pas seul dans les négociations. Oui, bien sûr, donc il faudrait que toute l'équipe soit sur la même avoir la même connaissance des différents enjeux, parce que généralement l'équipe de négociation elle est hétérogène. On n'a pas toujours la même connaissance. Chacun est expert dans son domaine, mais il faudrait qu'il y ait des connaissances sur les autres domaines. Par exemple, lors des négociations pour la COP sur les changements climatiques, il y a un groupe de négociateurs qui est mis en place, c'est des représentants de chaque ministère, mais avant d'y aller, on a généralement des réunions pour aligner la position nationale. Voilà. Voilà. Mais en même temps, parce que généralement, voilà.
Mais généralement, ce sont des experts dans leur domaine et des fois, lorsqu'on parle de changement climatique par exemple, ils n'ont pas vraiment idée des enjeux actuels. Il faudrait qu'on a des recours à des formations, à des réunions de mise au point sur les enjeux, qu'est-ce qu'on va faire dans ces négociations-là, quels sont les points qui nous sont bénéfiques, quels sont les points sur lesquels on ne doit pas céder. Donc tout ça, il faudrait que toute l'équipe de négociation ait la même compréhension des enjeux, le même niveau de connaissance. Et est-ce que l'équipe, excusez-moi monsieur, doit être certainement composée de plusieurs pays, hein, parce qu'on a parlé des alliances et puis... Donc là je parle de l'équipe de négociation nationale. Et l'équipe de négociation nationale doit coordonner avec l'équipe du groupe, de l'alliance, c'est ça, hein? Donc le travail doit être c'est pas bien en amont. On peut dire que c'est pas vraiment le groupe de négociation qui coordonne. Généralement, c'est des personnes qui se rapprochent des autres groupes qui coordonnent. Parce qu'on ne peut pas avoir, si chacun vient avec tout son groupe de négociation, ça va être assez difficile à gérer. Oui, donc, c'est sûr, généralement, il y a des points clés, des personnes clés, des personnes ressources, des points focaux ou bien des points de contact, eux qui sont les coordinateurs ou bien l'intermédiaire par rapport aux autres, dans les autres groupes. C'est ça, donc c'est-à-dire avant la session ou la date voilà. de la plénière, donc il y a les représentants par exemple de la Tunisie qui doivent coordonner avec voilà. Et pour les autres, ça se prépare bien en avant. Et pour cela, il y a des réunions préparatoires qui se font, aussi bien au niveau de la Ligue arabe, lorsqu'il s'agit du groupe arabe, ou bien au niveau de l'Union africaine. Il y a même, à part des réunions des experts, il y a la réunion des ministres africains de l'environnement qui se réunit une fois par an pour discuter et délibérer sur les questions d'actualité et qui vont avoir une position commune avec laquelle ils vont négocier avec les autres groupes régionaux. Voilà. D'accord. Une autre question, excusez-moi, c'était là. Mais en fait, comment ça se passe pour la Tunisie au cours de ces négociations, cette préparation? Est-ce que ça se passe bien? On a des experts qui savent. On a des experts, on a aussi bien des experts dans les administrations, et ce sont des personnes de l'environnement, monsieur? Pas forcément. Pas forcément, hein. Bon, il y a les premiers concernés, c'est vrai que c'est des personnes du ministère de l'Environnement. Mais on associe d'autres cadres supérieurs des autres ministères pour former un groupe de travail. Voilà, pour former un groupe de travail, parce que généralement, l'environnement, il est transversal. Donc, on ne peut pas prendre des décisions sur un secteur ou un domaine qui n'est pas le nôtre. Par exemple, une décision qui concerne l'industrie, une question qui concerne l'agriculture. Donc là, on est obligé d'avoir des personnes de ces départements avec nous pour pouvoir négocier au mieux. Donc on peut dire qu'il y a un représentant de chaque ministère. Parce que là, si on... oui. Tous les ministères sont concernés. Oui, ça dépend. Commerce, ça dépend. Voilà. Et ça dépend de ce qu'on va discuter. Lorsqu'il y a une résolution qui concerne un tel domaine, donc on associe toutes les parties concernées. Mais généralement, les sujets de l'environnement, ils sont connus, quoi. On n'a pas 36 000 sujets. Donc, non, parce qu'il y a des sujets qui concernent par exemple plus l'énergie.
Donc là, on s'associe avec le ministère chargé d'énergie. Ou bien il y a des sujets qui concernent l'agriculture spécifiquement. Donc là, il y a d'autres sujets qui concernent un peu la totalité, une grande partie des autres départements. Là, on les fait associer et pour qu'on puisse aller défendre le dossier de la meilleure façon. Même si, parce que des fois, on ne peut pas associer tout le monde dans les négociations. Parce que, comme vous savez, il y a participer à des négociations, c'est assez coûteux. Donc, généralement, c'est des petites équipes. Monsieur, au niveau régional, là, par exemple, en Tunisie, pour préparer ces négociations, on peut certainement associer des cadres, des ministres. Oui, mais ça ne coûte pas. Non, mais on, après, les associe au niveau national. Au niveau national, pour préparer la position nationale, les remarques, les alternatives, ce qu'on peut proposer. Mais pour négocier, généralement, c'est des équipes réduites. Donc, bien sûr, les porte-paroles là qui vont partir 2-3 personnes. Par contre, dans d'autres pays, c'est toute une grande équipe, toute une délégation qui arrive et qui est répartie sur tous les, sur toutes les thématiques et qui sont présents un peu partout. Donc, et là, ça montre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence entre les pays du Nord et les pays en développement. Donc là, c'est pas... La Tunisie, c'est parmi les pays qui préparent bien leur dossier de négociation, donc toute matière, par expérience. On a monsieur le gouverneur parmi nous. Donc, elle prépare bien son dossier. On a des très bons techniciens, de très bons experts qui sont de renommée à l'échelle internationale. Donc, la Tunisie, elle prépare tout d'abord au niveau régional, puis on passe au niveau national, on prépare bien nos dossiers. Puis, bien sûr, si on collecte toutes les informations, on travaille dans des groupes, ou des comités, donc toujours, pratiquement les ministères qui sont présents toujours. C'est en matière environnementale. C'est l'intérieur, la défense, parce que l'environnement, ça touche la sécurité. C'est les régionaux, les gouverneurs et tout ça. On a l'industrie, le premier ministère, tous ces ministères sont toujours présents. Donc, ils préparent le dossier technique, puis on passe au dossier politique, parce qu'on n'est pas isolé du monde. Quand même, on a une position, la Tunisie, elle doit bien joindre le technique au politique pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle voudrait, ce qu'elle veut en fin de compte par ces négociations, où elle voudrait arriver. Généralement, si on est dans des groupes internationaux de travail, c'est pourquoi il faut avoir des fonds, il faut avoir... Bon, pas nécessairement. On peut être dans des groupes seulement pour que, premièrement, suivre les tendances, voir ce qui se passe sur le plan international, voir les mouvances, où est-ce qu'on va, et même pour créer un cercle de partenaires pour pouvoir avoir une position commune. Et un autre acteur clé dans les négociations au niveau national, il y a le ministère des Affaires étrangères, qui est un des acteurs principaux, parce que soit c'est des diplomates qui négocient, soit c'est des techniciens auxquels on leur donne un pouvoir de négociation avec ce qu'on appelle les lettres de créance. Le politique et la politique, c'est la stratégie. Le ministère des Finances aussi. C'est pas parce que je fais partie du ministère, mais je peux citer l'exemple par excellence, c'est la taxe carbone. Voilà. La fameuse taxe carbone, donc les bailleurs de fonds ont prévu normalement
finances 2023, pour l'exercice 2023, donc ne va pas, ou bien ne va pas prévoir une taxation dans ce sens, et peut-être pour l'année 2024, surtout que on attend le retour d'expérience de l'Union européenne dont à partir du 1er janvier 2023, ils vont généraliser cette taxation, et c'est lié aussi à la réforme des fonds spéciaux du Trésor. Dans l'environnement, il y a les deux fonds qui sont alimentés essentiellement par des taxes. Madame l'environnement, indirectement. Indirectement. Déjà, les deux fonds dans l'environnement, et à l'occasion, je pose cette question: quelle stratégie prévoit le ministère qui est en train de travailler sur un projet de code de l'environnement? Quelle stratégie pour des projets de transition énergétique, ou bien des projets qui vont contribuer à cette fin, ou bien ce but de réduction des émissions de carburant, surtout que c'est un avis purement personnel. Je trouve que l'intervention par des textes législatifs et fiscaux, on est surtaxé. On est un pays qui a 93% de recettes fiscales. On est un pays où la fiscalité méchia, mais les politiques sectorielles n'ont pas d'impôt. À titre d'exemple, la loi de finances 2022 amène une exonération des droits de douane à les voitures hybrides et électriques. Le ministère de l'Environnement, la socialisation, déjà aucun le ministère des Finances les concessionnaires où il faut encourager, etc. Par contre, on encourage والدولة تتخلى على المداخيل الجبائية، وen contrepartie حتى le ministère de l'industrie ou ministère oui donc les stations اللي باش يشارجيو فيهم حتى شيء. شوف فرنسا ou l'Europe d'ici 2023 ils vont interdire complètement les voitures diesel. Donc احنا شو عملنا؟ خدينا الكيران كيحبوا مالي. Donc c'est une vision stratégique. En Tunisie, malheureusement, c'est un avis purement personnel. Je ne vois pas de stratégie à moyen terme ni à long terme. Sachant que les non-alignés, في كل شيء تبقى في الفيسكاليتي في les domaines الكل y compris l'environnement. Mais l'environnement أسهل شوية، عندنا les ODD، عندنا des engagements، معناها حتى البلاد اللي باش تعمل دي ريزيرف ما عندهاش مارج معناها هكا ليبرتي كبير برشا. سون دي زوريونتاسيون باش نقول لك هذه حاجة تقتل، هذه البيستيسيد راجعين حاجة فما معناها سي اون ليني دو كوندويت. ما نجموش نشدوا في لي نون الينيي و en absence de stratégie ou bien des politiques en matière environnementale au niveau national. Bon, on est en train de parler des négociations, pas de stratégie. Là, mais bon, les stratégies ont une importance parce que quand tu vas négocier, c'est essentiellement pour l'intérêt national. Donc l'intérêt national, comment il est identifié? C'est identifié entre autres par les stratégies. Et concernant les stratégies et les plateformes, donc on a des stratégies qui ont été faites
des stratégies qui sont en cours. Bon, la plus importante en matière de changement climatique, il y a la NDC, la contribution nationale déterminée, qui a été mise à jour l'année dernière et qui va mettre en place, qui représente les engagements de la Tunisie en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Il y a également, et elle est en cours de finalisation, et normalement elle sera soumise à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique prochainement, c'est la stratégie nationale bas carbone et résiliente au changement climatique, et qui est une stratégie à l'horizon 2050. Une autre stratégie qui est en cours d'élaboration, c'est la stratégie nationale de la transition écologique. Bon, il y a l'énergétique qui a été faite, mais maintenant on est en train de travailler sur la société nationale, la stratégie nationale de la transition écologique. Donc, on espère que d'ici, avant la COP, qu'elle soit prête. Monsieur, est-ce que c'est vrai que la délégation tunisienne n'a jamais pris parole lors de la COP? Dans aucune conférence. C'est-à-dire préparer. Lors des négociations, bon. Vous devancez un peu ce que j'allais dire. La Tunisie, elle n'est pas seule. Comme je dis, elle fait partie d'un groupe. Lorsque on est au sein d'un groupe, on ne parle pas du point de vue national. On parle au nom du groupe. Donc, lorsque le groupe se prononce, il est pas obligatoire, mais il est recommandable de ne pas aller à l'encontre de ce que dit le groupe. Donc, le groupe, il est fait pour avoir une position commune. Donc, lorsque le groupe Afrique parle, donc... C'est qui préside le groupe Afrique, monsieur? Le groupe Afrique, c'est en rotation. D'accord. C'est une rotation Et c'est qui jamais se la fait. Tunisie, c'est en rotation qu'il faut que la Tunisie quand même... Non, il y a eu des groupes, je n'ai pas en tête dans quel il y en est, mais il y a eu des fois que la Tunisie a présidé le groupe. Par exemple, sur la Convention sur les catastrophes naturelles, la Tunisie, elle est présidente. Elle était présidente du groupe Afrique et elle était présidente du groupe arabe. C'était quand? Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Donc peut-être je vais aller un peu trop vite parce que je crois que le temps me presse, et après on aura l'occasion de discuter sur d'autres questions. Donc là, comment se préparer? Donc il faudrait examiner l'ordre du jour. Donc là, c'est un peu ce qu'il faut faire, quels sont les résultats attendus, y a-t-il des projets de texte ou amendements qui devront être avancés, existe-t-il de règles de procédure convenues, quelles sont les coalitions, donc si oui, dans quelle coalition le pays appartient ou peut-il rejoindre, quelles sont les réunions de cette coalition, quels sont les résultats de la session de la réunion de cette coalition avant la session. Donc là, un peu, c'est préparer le terrain. Donc il y a aussi la composition des délégations. Il faudrait arrêter cette composition. Quels sont les profils et les compétences nécessaires? Est-ce que c'est des compétences techniques, scientifiques, ou bien c'est des compétences diplomatiques, ou bien des compétences juridiques? Identifier le chef de délégation. Donc ça peut être soit à très haut niveau lorsqu'il s'agit d'un sommet de leaders, président de la République ou chef de gouvernement, ou bien ministériel, ou bien au cas où le ministre ne peut pas être présent, c'est généralement l'ambassadeur qui est le chef de délégation, mais qui est accompagné
de toute une équipe technique. Et il faudrait soumettre les noms pour l'accréditation. Un autre point qui est important, c'est l'identification des principaux négociateurs au sein du processus multilatéral. Donc il y a certaines personnes qu'il faudrait connaître pour pouvoir réussir cette négociation, à savoir les présidents des organes subsidiaires, par exemple des groupes de contact, quels sont les présidents, les rapporteurs, les membres du groupe d'experts. Donc il y a aussi au sein, il faut connaître au sein des groupes et des coalitions quel est les porte-parole de cette coalition, qui est le coordinateur, donc, et au sein des délégations, il faudrait des délégations des autres partis, connaître les chefs de délégation, qui est le négociateur pour cette question bien déterminée, qui est le facilitateur. Généralement dans les délégations, il y a un facilitateur, un coordinateur qui est là pour assurer les contacts avec les autres délégations, avec les membres des organes subsidiaires. Donc là, et essayer un peu ici de vous donner un peu l'étiquette de négociation. C'est des règles dans la négociation multilatérale qu'il faudrait essayer de respecter. Donc, premièrement, il faudrait comprendre le règlement intérieur et pouvoir juger le point de discussion. Après, il faudrait obtenir la permission de parler. Dans ces réunions, personne ne peut parler de lui-même. Donc, il faudrait demander la parole et attendre que notre tour vienne. Et comment on peut demander la parole? En pleine, par exemple, généralement, devant chaque table, chaque partie, il y a soit il y a des boutons qui sont le micro pour demander la parole, qui est enregistré et on vous donne la parole, soit lors des petites réunions, il y a le nom du pays, et là, il était comme ça, vous le renversez, et donc là, on demande la parole. Et ceux qui assurent la présidence a la liste bien précise de ceux qui ont demandé la parole, et il vous la donne quand votre ordre vient. Donc, aussi, il faudrait planifier stratégiquement l'intervention. Vaut mieux noter la position avant de parler, que ce soit bien clair, pour qu'il n'y ait pas des mauvaises interprétations ou bien un malentendu. Il faudrait que ce soit bien précis. Être clair sur votre position, être poli, diplomate, mais soumettre l'idée clairement. Et donner aux autres la possibilité de réagir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les négociations consistent à donner et recevoir. Être flexible et prêt à faire des compromis. Donc, aussi, il faudrait ne pas contredire les déclarations faites par le représentant d'un groupe, coalition à laquelle vous appartenez. Là, c'est une règle importante. Donc, ces déclarations sont faites en votre nom. Donc, lorsque le représentant du groupe parle, c'est au nom de tout le groupe. Ce n'est pas individuel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser votre intervention pour déclarer le soutien fait par le porte-parole, développer cette déclaration, expliquer le pourquoi, apporter votre soutien aux orateurs précédents. Lorsque vous êtes d'accord, ça a permis de gagner du temps en faisant référence
aux propositions prises et notez les domaines dans lesquels vous êtes d'accord. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, il faut s'abstenir de nommer le groupe, ce groupe ou ce pays. Donc il faudrait être très diplomate. Il ne faut pas personnaliser les positions. Donc, là, c'est un peu comment se préparer pour les négociations. Donc, il faudrait préparer un mémoire en soulevant quels sont les problèmes, quels produits livrables notre gouvernement attend, quels sont les documents de travail et d'information pertinents de pré-session, de session, quelles sont les décisions, les conclusions, recommandations antérieures. Donc tout ça, c'est une préparation pour la négociation. Donc là, c'est un peu quelques critères pour être un bon négociateur. Bon, c'est assez relatif. Donc, premièrement, il faudrait être bien préparé, faire preuve de patience et d'écoute, pouvoir contrôler ses émotions, être capable de décomposer le problème les plus importants en plus petits, rechercher des décisions fondées sur les intérêts, pouvoir rejeter les solutions faibles, être capable de voir la situation dans son ensemble, parce que des fois, être focalisé sur un sous-thème peut nuire à tout l'ensemble. Donc il faudrait voir tout l'ensemble. On peut céder sur un point, mais en contrepartie, gagner sur un autre qui nous est le plus, donc on a plus intérêt. Donc faire preuve de respect et de diplomatie lorsqu'il présente les positions ou commente la position de notre délégation. Il vaut mieux avoir des bonnes compétences linguistiques, essentiellement, bien qu'il y ait dans ces réunions, il y a la traduction, mais il vaut mieux au moins avoir l'anglais et le français qu'on maîtrise. Donc, solide compétence analytique, connaître les intérêts et les positions de son propre pays, ainsi que les positions des autres États et des autres coalitions, et connaître les négociations antérieures et leurs résultats. Donc, des fois, connaître ce qui s'est passé dans les sessions antérieures permettent de comprendre un peu la logique d'une telle décision ou d'une telle résolution. Donc là, des fois, pour arriver à une résolution, c'est tout un processus qui peut même s'étaler sur plusieurs années et sur plusieurs sessions. Donc, Benjamin Franklin a dit failing to prepare is preparing to fail. Donc, ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer. Donc, pour les 50 prochaines années, quelles sont les tendances en matière de diplomatie d'environnement qu'il faudrait surveiller? Donc, dernièrement, le 28 juillet 2025, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution visant à reconnaître le droit à un environnement propre, sain et durable à l'échelle globale. Sur les 169 pays membres présents et participant à l'assise, 161 ont voté pour et 8 se sont abstenus. Donc, l'Assemblée reconnaît également que l'impact du changement climatique, la gestion et l'utilisation non durable des ressources naturelles, la pollution de l'air, de la terre et de l'eau, la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets et la perte de biodiversité qui en résulte interfèrent avec la jouissance de ce droit et que les dommages environnementaux ont des implications négatives, directes et indirectes sur la jouissance effective de tous les droits de l'homme. Donc, alors que la diplomatie environnementale entre dans ses 50
prochaines années, les changements climatiques, la biodiversité et les effets sur la santé humaine figurent parmi les priorités. Quelques nouvelles tendances méritent également d'être surveillées. L'idée d'une économie circulaire gagne sa popularité. Les gens produisent, consomment et jettent des milliards de tonnes de matériaux chaque année, tout en recyclant ou en réutilisant seulement un petit pourcentage. Les efforts continuent pour créer une économie plus circulaire qui élimine les déchets et maintienne les matériaux en usage peuvent aider à atténuer le changement climatique et à restaurer les systèmes naturels. La défense des droits de la nature et des droits des animaux prend de plus en plus d'importance dans la diplomatie environnementale. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions complémentaires.